s'adresser à notre dernier panéliste pour avoir l'autre perspective. Nous avons la chance d'avoir avec nous Tariq Modoud, qui a accepté de passer par Ottawa. Il a atterri il y a quelques heures et il repart ce soir. Alors, il est le directeur fondateur du Centre de recherche universitaire pour l'étude de l'ethnicité et de la citoyenneté à l'Université de Bristol au Royaume-Uni. Il a écrit une multitude de livres, d'articles, de chapitres en philosophie politique, en sociologie, en politique publique. Il a récemment publié Multicultural Politics, Racism, Ethnicity and Muslim in Britain. Et puis aussi notre livre sous le titre Still Not Easy Being British, Struggles for a Multicultural Citizenship. Et il y a aussi un dépliant disponible qui vous expliquera pourquoi il a choisi de participer à ce dialogue. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et d'avoir cette occasion de m'adresser à vous tous. Et je félicite la Fondation mondiale, le Centre mondial, pardon, du pluralisme. Pour le dépliant, vous pourrez le regarder plus tard. Pour le moment, je préférerais avoir votre attention. Quand j'étais petit garçon et étudiant, après, donc il y a bien longtemps, des expressions comme la race, l'ethnicité entraient dans la conversation ou se retrouvaient dans les journaux, dans un documentaire de la BBC. Et j'ai grandi à Londres. Et j'ai toujours pensé que ça avait quelque chose à voir avec les États-Unis. C'est là où il y avait toutes sortes d'ethnies. C'est là où ils avaient un problème racial. Mais en fait, le continent européen, aujourd'hui, et notamment l'Europe de l'Ouest, est l'endroit même où les questions de race et d'ethnicité, des questions dont au XXe siècle, on pensait qu'elles étaient purement américaines, eh bien, à la fin du XXe siècle et au début de ce siècle, sont devenues très européennes. Dans nos grandes villes comme Londres, Paris, Amsterdam, Marseille, et je pourrais en citer d'autres, 20 à 30% de la population composée de personnes qui ne sont pas de descendance européenne, qui sont nées dans ces pays, la France, l'Allemagne, etc., mais pas d'origine européenne. Et je ne sais pas si vous connaissez l'expression pluricité. C'est lorsque dans une cité, il n'y a pas un seul groupe qui constitue une majorité, parce que dans les villes auxquelles j'ai fait référence, on aurait pu dire la population blanche est majoritaire. Mais d'ici une génération, et dans certains cas ce sera peut-être encore plus rapide, ces villes vont devenir des pluricités. Autrement dit, ces minorités qui ne sont pas d'origine européenne vont ensemble être plus nombreuses ou aussi nombreuses que la population blanche. Donc c'est une transformation énorme qui se passe en un demi-siècle et qui va s'accélérer au cours de ce siècle-ci. Il y a une différence importante entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, et elle a bien été présentée dans un article universitaire que mes collègues connaissent, mais peut-être pas les autres. C'est dans le titre même de cet article par Aristide Zoberg et Leite Room, et ça s'appelle « Pourquoi est-ce que l'islam est comme l'espagnol ?» C'est un peu bizarre. Mais en fait, ça s'adressait aux Américains et c'était une façon de dire, vous savez, tout ce discours sur les latinos, sur les hispanophones aux États-Unis, bien, en fait,
c'est essentiellement ce dont on parle de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est une grosse différence parce que dans la plupart des pays d'Europe occidentale, la majorité, donc plus de la moitié, des gens qui ne sont pas d'origine européenne sont des musulmans. Pas dans tous les pays. Au Royaume-Uni, ça n'est pas le cas. Les musulmans représentent peut-être 30, 35%, voire 40%. Mais dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, surtout les grands pays, donc l'Allemagne, la France, mais aussi les Pays-Bas, l'Italie, ce sont des musulmans. J'ai reçu un appel du New York Times il y a environ une semaine, demandant si j'écrirais un article pour un dossier sur le fait que Marseille est sur le point de devenir une ville majoritairement musulmane. Bien, je crois qu'ils sont allés un peu trop vite, mais il ne fait aucun doute qu'il y a cette transformation démographique en Europe de l'Ouest et ça a beaucoup à voir avec ce qu'on pensait de l'Amérique, de la race, des ethnicités. Mais sa caractéristique européenne propre, c'est que c'est aussi au sujet des musulmans. Vers la fin de 2010, début 2011, plusieurs dirigeants européens ont fait des discours qui ont été grandement diffusés sur l'échec du multiculturalisme. Certains de ces discours, on y a déjà fait référence parce qu'il y avait le président Sarkozy, la chancelière Merkel, le premier ministre britannique David Cameron. Mais il y a beaucoup de confusion en Europe de l'Ouest sur ce qu'on entend par le multiculturalisme. Et ces discours n'ont certainement pas aidé à éclaircir les choses. En fait, ils n'ont fait qu'ajouter à la confusion. En fait, ils ont profité de la confusion. Et je voudrais dire 6 choses par rapport à ces discours et au fait qu'ils ont contribué à la confusion. Premièrement, qu'est-ce qu'ils entendent par pluralisme, par multiculturalisme, pardon? Quand ils disent que le multiculturalisme a échoué, ils s'adressent à un public national. Certains de ces pays n'ont jamais eu de multiculturalisme. En tout cas, pas dans le sens dont je l'entends, ni les autres panélistes. Ou en Allemagne, ils auraient pu appeler cela multiculturalisme. Ce sont des politiques pour les enfants turcs, par exemple. Des politiques leur permettant de repartir pour qu'ils ne deviennent pas des citoyens allemands. Or, ma vue du multiculturalisme est très semblable à celle de Keith et de Will. C'est que le multiculturalisme a tout à voir avec la citoyenneté, le fait de produire des citoyens, de changer la nature de la citoyenneté dans le contexte de la diversité, et non pas de préparer les gens à repartir. Donc, je ne pense pas que l'Allemagne ait eu une politique de multiculturalisme et donc elle n'a pas pu échouer. Peut-être qu'il parlait d'une politique du multiculturalisme ailleurs qui aurait échoué. Peut-être qu'il parlait du Canada, qui sait. Deuxièmement, il semble penser que le multiculturalisme n'est pas un mode d'intégration. Encore une fois, comme vous venez de l'entendre au cours des 30 dernières minutes, la plupart des gens qui encouragent le multiculturalisme, qui l'étudient, qui travaillent avec ce concept, estiment que c'est effectivement un concept d'intégration, d'une intégration bien particulière, pas n'importe quelle forme d'intégration. Il faut la distinguer donc des approches de coercition et de paternalisme. Mais il n'y a pas de dichotomie entre le multiculturalisme d'un côté et l'intégration de l'autre. Donc, ce que de grands dirigeants, commentateurs font quand ils parlent du multiculturalisme, ils ne font pas référence à cela.
ils offrent leur propre définition et des définitions dont ils diront ensuite « Ah non, ça ne marche pas et on n'en veut pas ». Ça n'est pas propre d'ailleurs au multiculturalisme, le féminisme, le socialisme. Leurs critiques les caractérisent en définissant le féminisme à leur façon pour le démolir en fait. Et notre débat sur le multiculturalisme en Europe de l'Ouest est malheureusement dans la même situation. Troisièmement, les discours anti-multiculturalisme sont rarement reliés aux politiques. Alors, je reviens à ce que d'autres ont déjà dit. Une définition courte, neutre du multiculturalisme pourrait être la reconnaissance de différences de groupes en public, pas limitées à la vie privée. Donc, on peut être pour ou contre, et je vais essayer j'essaye de l'exprimer d'une façon aussi neutre que possible. Et ce qui est intéressant quand je dis que ces discours ne sont pas vraiment reliés aux politiques, c'est que on pourrait penser qu'une chose qu'on comprend par multiculturalisme en utilisant cette définition neutre, c'est lorsque les politiques permettent, encouragent la représentation des groupes. Mais en France, en 2003, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a créé le Conseil musulman des musulmans français pour avoir un interlocuteur, pour que son gouvernement puisse avoir un organisme qui parle au nom de tous les musulmans de France. Mais il ne parle pas de tous les musulmans de France parce que les musulmans ne l'ont pas accepté. Mais Sarkozy aimerait bien que ce soit le cas. Il voudrait qu'il y ait un organisme qui représente tous les musulmans et qui leur parle. Bien, ça, c'est un peu comme du multiculturalisme, peut-être pas du bon multiculturalisme. Il est plutôt de type hiérarchique, imposé, mais ça n'est pas l'intégration des individus. Quand vous dites envoyez vos leaders à l'Élysée, je veux leur parler. Et en France, on a la conférence de l'islam, et encore une fois, un pays qui n'y croit pas au multiculturalisme. Le Premier ministre Cameron a offert quelques politiques à cet égard parce que les autres n'ont pas dit qu'ils allaient changer la représentation des groupes. Cameron a dit qu'il ne voulait pas parler aux extrémistes. Il n'a pas défini ce qu'ils étaient. Mais quelques mois après, il y a eu des détails de sa politique qui ont été publiés. Et le nouveau parti travailliste disait la même chose, mais aussi ils ont changé d'avis après. Donc c'est très arbitraire qui sont les extrémistes. Mais je dirais, si vous voulez pas parler aux extrémistes, ça veut dire que vous avez identifié d'autres personnes à qui vous voulez parler et qui sont censées représenter les bons musulmans, les musulmans modérés. Ça, c'est du bon multiculturalisme. Ne parlez pas aux extrémismes et ne rejetez pas la possibilité de reconnaître les groupes comme des acteurs publics et d'avoir des canaux de communication, de dialogue avec eux. Une autre chose bizarre concernant ces discours et ces politiques, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit et même étudié de façon systématique par Keith et Will, à quel point il y a eu peu de changements dans les politiques au cours des 10 dernières années. Et lorsqu'il y a eu des changements, ça a plutôt été dans le sens du multiculturalisme et non pas le contraire, à l'exception peut-être des Pays-Bas. Mais ce que j'aimerais dire maintenant, c'est que, en fait, dans des pays comme le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, on a eu au cours des 10 à 15 dernières années des changements dans les politiques, mais ça a toujours été par rapport à l'immigration et l'acquisition de la citoyenneté, alors que le multiculturalisme, ça concerne les citoyens, reconnaître la diversité parmi les citoyens et
on voudrait que cette politique, évidemment, reflète la façon dont on va traiter les citoyens possibles, et non pas comme si c'était la dernière partie de la politique. Donc, on a un discours concernant le multiculturalisme et des échanges concernant les changements à la politique de l'immigration. Changer le multiculturalisme, c'est beaucoup plus difficile, ça a un coût politique beaucoup plus élevé, donc c'est beaucoup plus facile de tenir des propos erronés parce que de cette façon, vous n'avez pas à changer vos politiques pour le meilleur ou pour le pire. Quatrième point, ça a à voir avec certaines des défenses les plus fortes du multiculturalisme par opposition à ce qu'a dit Cameron, par exemple, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Alors, certaines de ces réponses, c'est « Oh, vous dites que le multiculturalisme est mort. En fait, il prospère dans mon quartier de Londres, de Birmingham, etc. » Ça prospère? Ah oui, en quoi? Eh bien, on a des quartiers mixtes maintenant. Vous allez dans les rues, vous allez voir une population multiethnique. Oh, ben c'est bien, mais en fait, c'est pas ça que Cameron a attaqué. On n'a pas à défendre en disant on a une population multiethnique. Donc, c'est pas seulement les critiques du multiculturalisme qui sont remplies de confusion par rapport à ce qu'ils défendent ou ce qu'ils attaquent. Je crois que la situation est la même des deux côtés. Cinquième point, si le multiculturalisme a échoué, s'il a échoué, où est le mode d'intégration qui a offert plus de succès? Parce que quand on parle de l'échec d'une politique, on essaye aussi de montrer quelque chose qui est préférable. Mais alors, qu'est-ce? Les problèmes que les politiciens et les commentateurs montrent du doigt quand ils disent que le multiculturalisme a échoué, ce sont certaines formes de concentration résidentielle par ethnie ou par appartenance religieuse. L'inaptitude à acquérir les compétences pour faire partie du marché du travail, un taux élevé de chômage, le syndrome des centres-villes, la participation à des comportements illégaux, la drogue, les problèmes avec la police, le fait qu'il y ait plus de probabilité de se retrouver en prison, etc., etc. Et bien sûr, ces problèmes existent, disons, au Royaume-Uni. Mais ils existent en France, ils existent en Allemagne. En fait, si on prend ces mesures, et si on pouvait avoir de bonnes données, mais ça n'est pas toujours le cas, parce que dans un pays comme la France, par exemple, ils pensent que ce n'est pas une bonne idée de recueillir des données sur ces questions. Bien, ces mesures, ces indicateurs montrent que les choses sont pires en France. Alors, si c'est vrai que le multiculturalisme a échoué, ce ne serait pas plus honnête de dire que ce dont il parle vraiment, ce sont des problèmes au niveau de l'intégration en général et pas d'un ensemble de politiques particuliers. Et dernier point, comme Susan l'a dit dans son introduction, c'est là où je fais référence à plusieurs modes d'intégration en disant que le multiculturalisme n'en est qu'un. Quand on les identifie, il faut reconnaître qu'ils sont tous, à leur façon, une interprétation qu'on essaye de comprendre, de grandes idées démocratiques. Et c'est vraiment ça que j'essaye de dire dans mon dépliant, que je vous ai dit de ne pas regarder tout à l'heure. C'est un tableau. Et de l'autre côté, vous avez les sources. Et vous pouvez télécharger ce dépliant si vous souhaitez. Je ne vais pas passer en revue ce tableau, il est beaucoup trop compliqué et ça prendrait trop de temps. Mais si vous regardez la première colonne, vous allez voir
que j'ai liberté, égalité, fraternité. Ensuite, j'ai les 3 modes d'intégration dans les autres colonnes. Et ensuite, je vous montre que dans les 2 cas, ils se correspondent de façon différente, bien sûr, et probablement pas une façon que j'encourage. Mais les promoteurs, eux, encouragent ce point de vue. Alors, très brièvement, prenez par exemple ce qui concerne la liberté sous intégration individualiste, deuxième colonne. Donc, vous voyez, l'accent est mis sur le fait que les minorités devraient être libres de cultiver leur identité. Si on regarde l'égalité maintenant, même l'assimilation, qui est souvent vue comme un point de vue inégalitaire, et c'est vrai jusqu'à un certain point, eh bien, on peut voir que même sous assimilation, on s'inquiète un peu d'éviter les inégalités dans la société. Pareil pour la fraternité. Dernière colonne, celle du multiculturalisme. Eh bien, vous verrez que dans ma compréhension de ce terme est partagée par les autres panélistes. Le multiculturalisme, ça a tout à voir avec la citoyenneté et l'identité, mais il s'agit de refaire ensemble, dans le contexte du pluralisme, la reconception de la citoyenneté plutôt que l'imposition d'une version particulière, une version héritée d'ailleurs, sur les gens. Et je dirais que chacun de ces 4 modes d'intégration que je ne vais pas détailler, eh bien, ils sont tous appropriés dans certains contextes, dans certaines politiques. L'assimilation, que je ne favorise pas, je vois comment ça peut être logique par rapport à l'acquisition de la citoyenneté et s'assurer que les futurs citoyens aient une certaine maîtrise de la langue nationale pour qu'ils puissent bénéficier de leur citoyenneté et être des membres à part entière de la société. L'intégration individualiste, ça pourrait être tout à fait approprié par rapport à l'antidiscrimination. Lorsque les gens sont candidats à un emploi, tout le monde devrait être jugé sur la base du mérite et non pas sur l'origine ethnique ou l'affiliation religieuse. Donc on peut voir que ça pourrait être approprié sur ce plan. Et par ailleurs, le multiculturalisme pourrait aussi être approprié dans d'autres contextes. Par exemple, quand je fais référence à ce qu'ils font en France et en Allemagne par rapport à la représentation des groupes, lorsque certains groupes, certaines préoccupations ne sont pas représentées comme il faut dans les systèmes de démocratie électorale. En fait, la démocratie, c'est une question de consultation régulière des gens, pas seulement au moment des élections. Et je pense que le multiculturalisme est tout à fait utile pour redéfinir le sentiment de qui nous sommes, britanniques, allemands, européens, etc. Donc ma dernière réflexion, et c'est une réflexion pragmatique, hein, c'est pas seulement moi qui fais la promotion du multiculturalisme, mais si on le regarde d'un point de vue pragmatique, est-ce qu'il va être possible de composer avec cette population croissante dont à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, donc ceux qui ne sont pas d'origine européenne, donc plus de 10% en Europe de l'Ouest maintenant, enfin dans les grandes villes, hein, pas de façon globale, mais va doubler au cours de la prochaine génération. Et je nous demande et demandons-nous si on peut intégrer cette population sans intégrer le multiculturalisme dans la gamme des politiques d'intégration. Merci beaucoup.